je considère que nous méritons plus. Nous méritons mieux et nous méritons plus. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que l'élection présidentielle? L'élection présidentielle, c'est la capacité pour les citoyens d'élire et donc de désigner ceux qu'ils voient, ils veulent voir à la tête du pays. Et donc, à partir du moment où on dit ça, euh, qu'est-ce qui encadre effectivement cette démarche? Eh bien, c'est la Constitution, c'est la loi électorale. Eh bien, et la Constitution et la loi électorale reconnaissent effectivement à nos concitoyens la liberté de manifester, sous réserve effectivement que des autorisations naturellement soient délivrées par les autorités compétentes. Donc, la liberté de manifester, la liberté de boycotter, la liberté de ne pas voter, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Et donc, euh, je ne reviendrai pas sur les Non, nous éléments concluons sur qui ont évidemment la désobéissance civile qui est aussi une option démocratique. Vous disiez que si vous ne partiez pas, bien entendu, c'est sûr et certain que vous engagerez certaines actions, pourquoi pas pacifiques, comme qui dirait, démocratiques. la première Je action, crois que la oui. première action que nous voulons engager et que nous voulons ouvrir, c'est celle de dire, alors, euh, échangeons, dialoguons. Alors, ce mot est connoté hein, au Congo parce qu'effectivement, le dialogue renvoie à une sorte de conciliabule, concertation où les uns et les autres se retrouvent finalement pour ne Il y rien en a faire. d'ailleurs une qui est déjà à lancer là. Je ne sais pas s'ils ont Il y a, maintenu ça, la concertation. effectivement, effectivement. Mais c'est très important, donc j'en appelle effectivement à un échange, à un véritable dialogue. Je dis véritable pour que ça aboutisse à quelque chose. Hein. Il faut parler peu, être concret, et surtout, et moi c'est ma plus grande tristesse, hein, Monsieur Perrin, c'est de considérer effectivement qu'on cumule du retard, que le pays est en train de cumuler énormément de retard. On cumule du retard par rapport à nos voisins. Alors, nous avons des foyers de tension, la déstabilisation de la RDC par le Rwanda, nous avons Boko Haram aux frontières du Cameroun. Notre vocation, c'était d'être un leader, une puissance sous-régionale diplomatique forte pour faire entendre sa voix. Bonjour Jacob Bongissa. Jean-Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Congolais vivant en France, dans une de vos affiches publicitaires, on peut lire, alors que le mandat du président de la République, donc Denis Sassou Nguesso, s'achève dans un climat de crises multiples, insécurité, chômage, endettement et appauvrissement des ménages, le pouvoir sortant a choisi de défendre son bilan. C'est le jeu de la démocratie et je respecte cette décision car elle permet aux Congolaises et aux Congolais de comparer clairement les visions proposées pour l'avenir du pays. On s'arrête d'abord à ce niveau-là. Jacob, croyez-vous à la démocratie congolaise sous le régime Sassou Nguesso? Alors, je vous remercie grandement pour cette question. Elle permettra effectivement de poser à l'entame deux visions absolument opposées, précisément de la démocratie. Une vision que je considère comme étant illibérale et, et un système donc, que je considère comme étant libéral. Et donc, je crois dans la démocratie, je crois dans la démocratie participative avec justement pour fondement le débat contradictoire. Et je crois dans la démocratie aussi, justement, euh, car je considère que c'est aujourd'hui encore le seul système à travers lequel précisément on peut choisir ses élus, on peut choisir justement ses représentants. Je crois dans la démocratie aussi parce que la démocratie est le corollaire effectivement des droits de l'homme. Alors, est-ce que précisément nous sommes dans un système démocratique au Congo? Alors, je le considère comme étant un système dit illibéral. Hein, c'est un système démocratique illibéral. Pour autant, je considère qu'il est abîmé. C'est un système démocratique qui est abîmé. Et quand je parle de système, j'essaie de regarder justement notre histoire dans sa globalité. Hein. C'est-à-dire que nous avons connu, par exemple, en 1992, un système électoral des plus transparents, démocratiques, qui aboutit justement à la désignation du président Pascal Lissouba. Et puis, nous avons eu des fragilités qui, aujourd'hui, de façon structurelle, se sont installées. Donc, oui, euh,
Je suis profondément attaché à la démocratie, je suis profondément attaché au mode de désignation des élus par la représentation nationale, parce que le pouvoir est effectivement euh, celui du peuple qui, de manière précise dans le temps, fait le choix effectivement par la désignation des élus qu'il choisit de confier sa souveraineté à ces élus-là. Donc oui, je crois dans la démocratie. Par contre, celle-ci, dans notre pays, elle est considérablement abîmée. Oui. Elle est abîmée et donc vous considérez qu'on est en démocratie ou dans un système totalitaire actuellement, depuis le retour bien sûr de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par les armes. Alors moi, et c'est précisément pour ça que je me suis engagé. Je suis ce que je considère comme étant aujourd'hui justement une personne politiquement exposée et une personne publiquement exposée. Donc effectivement, on doit faire attention dans les choix de mots, des mots que nous choisissons. Pourquoi je le dis? Parce que je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur. Donc ma responsabilité, c'est plutôt d'indiquer concrètement, justement, quels sont, quels sont les faits. Quels sont les faits. Et ensuite, je pense que de façon organisée, dans une société démocratique précisément, il appartient aux médias, il appartient au système judiciaire, il appartient justement euh, au système démocratique par l'élection de sanctionner ou justement de ne pas sanctionner tel ou tel autre leader politique. Ma responsabilité en tant que personne euh, politiquement exposée, une personne publiquement exposée, c'est de dire quels sont les faits. Les faits, c'est que nous avons un système qui est profondément abîmé. Qu'il s'agisse du système de désignation des élus, qu'il s'agisse justement du système de gouvernance des deniers publics, qu'il s'agisse justement des libertés fondamentales, qu'il s'agisse justement de la liberté d'entreprise. On va forcément y revenir tout à l'heure. Donc, ma responsabilité, c'est celle-là, c'est d'indiquer quels sont les faits. Et après, à chacun, parce que effectivement, les politiques n'ont pas vocation à tout faire dans une société. La société est organisée, nous sommes des sociétés justement organisées, effectivement, que les juges puissent se pencher sur ces questions. Après, il y a le travail formidable que les associations de droits de l'homme, que justement les organisations internationales et depuis des années justement réalisent sur ces questions. Mais ma responsabilité, c'est précisément d'indiquer, si je puis me permettre, quels sont les faits. Les faits, c'est ça, c'est que nous avons un système abîmé en ce qui concerne la liberté de la presse, en ce qui concerne justement les libertés fondamentales, notamment de jeunes, d'associations, justement, qui aujourd'hui, pour une déclaration ou pour un propos, pour justement un propos qui finalement fâche ou ne satisfait pas effectivement le système, le pouvoir, pour dire les choses effectivement, eh bien, se retrouve parfois incarcéré. Donc voilà ce que je voulais dire d'entrée de jeu, Percevez-vous-là, c'est de Jacques, rappeler. vous redoutez prononcer certainement les choses qui vont fâcher le pouvoir en place. De quoi avez-vous finalement, que redoutez-vous concrètement, le pouvoir en place ou les institutions en tant que telles? Parce que c'est aux institutions de juger. Si vous avez prononcé quelque chose de fâcheux, c'est à la justice de vous dire, attention là, c'était une injure, ici c'est une insulte, mais ce n'est pas au pouvoir en tant que tel de se fâcher. Que Oui, redoutez-vous concrètement? oui, alors en ce qui me concerne, je ne redoute rien, hein. Je fais appel justement à la responsabilité qui doit être celle effectivement de toutes celles et ceux qui s'engagent politiquement. Parce que précisément, nous sommes censés porter la parole publique et vous savez, la démocratie s'abîme aussi parce que précisément la parole publique, elle est abîmée. Donc c'est précisément pour cette raison, alors je ne m'auto-censure pas et je ne redoute pas, il n'y a pas de peur. Et d'ailleurs, justement, notre projet de candidature, nous l'avons placé sous le signe justement du courage. Donc ce n'est pas une façon de redouter ou de s'auto-censurer. En revanche, ce qu'il faut indiquer, c'est que quand on est un responsable public, eh bien, il faudrait considérer que la démocratie, c'est un tout. Certes, il y a un système judiciaire, c'est un système médiatique, c'est un exécutif qui doit être jugé. C'est l'occasion, effectivement, de juger l'action de cet exécutif. Donc,
ce que je dis, c'est que l'action de cet exécutif est une action qui aujourd'hui euh, est très mitigée sur le plan justement des libertés fondamentales, sur le plan justement des droits de l'homme, sur le plan justement de la liberté d'entreprise, sur le plan justement le plan judiciaire. Et donc, oui, de mon point de vue, il y a des choses à redire, il y a des choses qui vont très très mal. Et donc, aujourd'hui, moi, je considère que notre système démocratique est abîmé. J'assume ces propos. Ce n'est pas, en le disant effectivement, alors que ces propos tombent sous le coup de la loi, si on est dans un système du moins organisé, si ces propos tombent sous le coup de la loi, naturellement, euh, on répondra. Mais c'est de dire que nous avons un système démocratique extrêmement abîmé et j'assume ces propos absolument. Voilà, et puis une responsabilité des politiques, c'est aussi de Considère que savoir voilà, dans quel système on s'engage, évidemment. Je vais ici faire allusion aux rapports internationaux. Je prends ici l'exemple de Global State of Democracy International, EDA, qui classe la République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, dans la catégorie des pays totalitaires. Alors, des enquêtes indiquent que 83%, je dis bien 83% des citoyens congolais sont insatisfaits de la démocratie et 62% estiment que ce n'en est pas une, c'est-à-dire le Congo n'est pas une démocratie. Les libertés civiles et politiques, ça aussi vous le savez, sont restreintes. Alors, qu'en pensez-vous? alors, je pense que c'est extrêmement grave, hein. J'ai suivi à peu près dans le même ordre, précisément ce matin, qu'un rapport, effectivement, en France, publié par, par le Sénat, me semble-t-il, dans lequel il était indiqué à quel point seuls 23% des ressortissants français, par exemple, considèrent qu'on est toujours en démocratie en France. Tant, à leurs yeux, effectivement, le système démocratique, à leurs yeux, est, pour ainsi dire, abîmé. Euh, alors, qu'est-ce que ces rapports indiquent? Ces rapports indiquent, au-delà du système démocratique, des dysfonctionnements qui sont extrêmement profonds, un mal-être et un malaise extrêmement, extrêmement grave de notre société. Notre perception, notre conception de la liberté interroge. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis un produit du secteur privé, je connais le monde de l'entreprise, et je sais que sans liberté, et d'ailleurs, vous me permettrez justement cette incise, hein, les pays les plus développés sont les pays où précisément la liberté est consacrée. Et ça interroge. Ça interroge. Lorsque nous avons ce type de rapport, ça interroge quant à notre conception de la liberté. Et c'est extrêmement grave. Hein, c'est extrêmement grave. Je tiens à le dire. Mais une fois de plus, en tant que personnalité ou personne publiquement exposée, notre responsabilité, c'est effectivement d'être dans la mesure. Moi, je suis dans cette mesure, je la revendique et je considère que c'est une chose que de le rappeler, d'indiquer effectivement ces statistiques qui sont extrêmement graves, qui disent énormément sur notre perception de la liberté, sur notre conception justement de la démocratie, sur nos rapports aux institutions, sur nos rapports à nos propres concitoyens. Et tout ceci ne rassure pas nos compatriotes et c'est pas de nature naturellement à réjouir un, un politique quelle que fût son expérience. Donc, en ce qui me concerne, justement, euh, je salue justement ce travail qui est fait par l'ensemble des organisations des droits de l'homme, parce que c'est précisément par leur action aussi que nous avons l'ensemble eh bien, de ces exactions, justement de ces exactions eh bien, ces crimes, vous les avez évoqués parfois, qui sont remontés, qui sont extrêmement graves. Ça interroge profondément quant à notre perception et ma responsabilité, en tout cas à l'occasion de cette émission, ce serait aussi d'indiquer, de mon point de vue, d'un point de vue civilisationnel, qu'est-ce que nous devons faire et pourquoi nous ne devons pas rester là. Et ce n'est pas normal, effectivement, que nous puissions en rester là. Et donc, dans les faits, alors, allons dans les faits, lorsque vous observez le fonctionnement de la République du Congo, je parle ici des institutions congolaises, la justice, le Mhm. Sénat, voilà, l'Assemblée, l'exécutif, la presse. Quelle lecture faites-vous du fonctionnement de ces, voilà, de ces institutions, la Ah, liberté de je vais vous presse? dire, moi j'ai eu le privilège, effectivement, c'est mon contact justement avec
avec justement euh, euh, le système institutionnel, hein, celui que j'ai eu il y a quelques années. J'ai participé au projet de renforcement de la gouvernance des finances publiques. J'étais consultant pour un cabinet. Euh, Ce qui est intéressant à relever, et on ne le dit pas assez, je parle pour l'exécutif et pour les autres systèmes que vous avez évoqués tout à l'heure, ce qui est intéressant justement à observer, c'est que euh, à travers les textes, et c'est une profonde contradiction d'ailleurs, à travers les textes, nous avons aujourd'hui une république qui a été sur les textes, hein, entendez-moi bien et comprenons-nous bien, sur les textes, une république qui a été euh, modernisée sur les textes. On a donc, quand on prend la Constitution, on prend justement les lois et règlements, nous avons aujourd'hui un pays qui est moderne sur les textes. Mais, et c'est le principal grief que je fais justement à l'administration euh, 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 qui, au système administratif, hein, je vais dire l'administration Sassou, mais nous avons un Premier ministre, donc l'administration Makosso. Le principal grief que je fais justement au pouvoir, dans tous les cas, c'est que nous n'avons pas modernisé les pratiques. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est une contradiction. C'est une contradiction qui en dit long sur justement les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. On ne peut pas, quand euh, on modernise les textes, c'est précisément parce qu'on veut aller beaucoup plus loin. Mais ce à quoi on assiste, c'est vraiment une contradiction. C'est-à-dire qu'on a, dans les pratiques, effectivement, dans la façon justement de gérer l'administration publique, dans la façon justement de gérer les deniers publics, de gérer les finances publiques, effectivement, on a énormément de lacunes. Nous avons un système qui, en apparence, sur les textes, a été modernisé. Et donc, c'est cette contradiction que moi, je relève, mais je dis que c'est aussi l'occasion précisément de, 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 de renvoyer, me semble-t-il, l'exécutif dans ses propres turpitudes, hein, c'est-à-dire ses propres limites, si j'ose dire. Voilà, alors nous sommes dans un pays, nous parlons ici donc de la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, un pays où on peut tuer des présumés délinquants sans procès, alors que la loi existe. Voilà, il y a une constitution. Dans ce pays, on peut violer aussi les libertés d'expression. Il y a des gens à qui on a fait des sérieux problèmes parce qu'ils se sont exprimés, ils ont dit un certain nombre de choses. Et le droit à la vie, il est inaliénable. Déjà, à ce niveau-là, on peut évidemment violer ce droit. Et donc, j'en arrive sur vos motivations à vous lorsqu'on est en face des telles réalités, il faut le dire comme ça. Si déjà le droit inaliénable, donc la vie, peut être violé, je ne veux pas dire en complicité de toutes les institutions, parce que ce qui se passe actuellement, c'est tout le monde qui est en train de l'observer, de voir, et personne n'agit. Aucune institution n'interpelle ceux qui sont en train de tuer les jeunes en public, sans procès. Je veux bien qu'on lutte contre le banditisme et partout dans le monde, aucun État n'accepterait que ses citoyens soient en insécurité. Ça, c'est un fait, c'est connu. Mais dans le même temps, lorsqu'on s'est engagé pour une république, parce que tout à l'heure vous évoquiez, hein, vous parlez de la République du Congo, et comme qui dirait, le principe de la République, c'est le respect des lois Des lois, absolument. passées. Et au Congo, je reviens, on est en train de tuer sans procès. Dans ce pays, on a aussi des travailleurs. Lorsqu'on travaille, on a une rétribution. À la fin, il faudrait qu'on ait son salaire, bien entendu. Mais nous sommes dans un pays, je parle bien de la République du Congo, où des travailleurs, aujourd'hui, accumulent des dizaines de mois, des vingtaines de mois d'arriérés de salaire impayés. Vous avez les retraités qui, eux, accusent jusqu'à plus de 40 mois d'arriérés de pension impayés. C'est quand même la couche parmi les plus vulnérables de la société. Et nous avons des hôpitaux, là-bas on nous parle voilà, d'un personnel de santé qui n'est pas payé, les hôpitaux à l'arrêt. Ça veut dire que quand les hôpitaux sont à l'arrêt, là on viole même le droit à la santé.
comprenez? Et lorsqu'on va au niveau de l'université, je ne sais pas s'ils ont repris, l'université est en grève. Là-bas, on parlerait donc du droit à l'éducation, qui est compromis. Voilà un peu le contexte lorsqu'on parle de la République du Congo. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir quelle lecture faites-vous des institutions congolaises qui finalement observent, bon, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, sur les textes, le Congo, et ça, je l'approuve, le Congo est l'un des rares pays qui a des beaux textes, qui a des meilleurs textes, en fait. D'accord? Des meilleures lois. Mais dans la pratique, c'est tout à fait le contraire. Et voilà le pays dans lequel vous, évidemment, vous vous engagez à faire la politique. Et aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, vous allez nous dire ce que vous pensez de l'élection qui est fixée entre, je crois, c'est le 12 et le 13, le 12 et le 15 mars prochain. Qu'est-ce qui peut motiver un jeune Congolais que vous êtes, par exemple, mais d'autres aussi, hein, à s'engager à prendre part, bien sûr, à une élection présidentielle dans un contexte tel que je viens de le peindre tout à l'heure. Je vous remercie grandement. C'est l'occasion pour moi, effectivement, de. Je n'ai pas eu l'occasion publiquement. Alors, on a fait une étude avec euh, le think tank que je préside, hein, avec plusieurs acteurs, effectivement, associatifs sur la question de l'insécurité, du grand banditisme, etc. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, ce que je voulais relever, c'est que j'ai suivi ce débat. Vous faisiez allusion, sans le dire, euh, sans le nommer, justement, à l'affaire Koulouna. Euh, et ce que j'aimerais dire, c'est, alors, je comprends effectivement le débat, la société a été divisée effectivement entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre, etc. Euh, mais il faut faire très attention, il faut faire attention à l'immédiateté du verdict social, du verdict populaire, donc a priori, celles et ceux qui étaient pour que effectivement il y ait cette espèce de lynchage effectivement de nos jeunes. Je suis profondément contre. Je suis profondément contre. Il ne faut pas confondre justement l'immédiateté du verdict social des populations et la justice. Voilà. Il appartient justement au système judiciaire de dire le droit à travers justement le code de procédure pénale qui est le nôtre, au nom du peuple congolais, mais il appartient justement au système judiciaire, effectivement, de se prononcer sur ces questions et non pas à la force publique, etc., dont la mission, très très noble, précisément, ne peut pas être remise en cause. C'est une mission très noble, effectivement, que d'appartenir à la force publique et de servir la nation, de défendre la nation, mais il n'appartient pas à la force publique de procéder de façon arbitraire à des arrestations, de façon arbitraire à des interpellations, et même de façon arbitraire sur la base effectivement des éléments qu'un certain nombre d'associations ont documentés à, euh, à des éliminations. Et c'est extrêmement grave, je tenais à le dire. Ensuite, sur les institutions, je l'ai dit et je me répète, ce sont des institutions qui sont. Il faut faire le distinguo entre effectivement l'état profond des Congolaises et des Congolais qui travaillent, qui sont extrêmement dignes, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, euh, pour justement faire fonctionner nos institutions, avec l'orientation politique, avec la ligne politique. Et souvent, on ne fait pas le distinguo. Donc oui, il y a sur ces questions-là, une fois de plus, la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'être dans la clarté, être en capacité justement de faire la différence entre l'état profond des fonctionnaires, des commis de l'État, des gens qui servent, qui travaillent, à quelques échelons que ce soit, avec précisément la vision politique et la gouvernance justement du pays. Et donc, oui, le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., et l'exécutif, je considère aujourd'hui qu'il y a une forme de léthargie, de paralysie. euh, et c'est précisément parce que je considère que le système est arrivé vraiment au bout du rouleau, que cette paralysie, cette inertie, justement, se pose aujourd'hui comme une espèce de digue indépassable, infranchissable. Donc, euh, ma responsabilité et celle qui doit être celle des jeunes, puisqu'effectivement vous évoquiez le pourquoi de notre engagement, c'est précisément de ne pas rester les bras croisés, Christian Perrin. C'est de se dire, alors oui, le système est abîmé, oui, il y a des difficultés, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire?
concrètement? Bah, ce qu'il faudrait faire, c'est s'engager courageusement, c'est s'engager courageusement. Et il y a justement dans notre histoire, je ne vais pas refaire justement l'ensemble des faits les plus marquants, mais notre histoire est ainsi faite, elle a été ainsi construite par des gens à un moment donné qui se sont levés pour dire non, je suis contre. C'est justement ça le but de notre engagement, c'est de rejoindre ces héros, c'est de rejoindre les Machua, c'est de rejoindre justement les Opangos, c'est de rejoindre justement les, les, Les les Yulu, c'est de rejoindre justement les Massamba Deba, effectivement, des gens qui se sont battus, et des femmes qui se sont battues, Madame Niali, etc., plusieurs qui se sont battus pour effectivement que nous ayons, en tant que responsables publics et en tant que serviteurs de l'État, conscience de ce que lorsqu'on s'engage en politique, lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour servir. C'est pour servir donc, et pour servir nos compatriotes, pour servir nos concitoyens. Et donc, aujourd'hui, force est de constater que, effectivement, ce n'est plus véritablement la préoccupation des politiques, c'est un fait, ce n'est plus véritablement la préoccupation des politiques, on est plus dans des positions de rente qui font que eh bien, les uns et les autres s'éternisent sans véritablement apporter des réponses concrètes, bien entendu, aux doléances des populations. On s'engage en politique pour apporter des réponses Oui, parce et non que pas pour pour, justement cumuler des années, des années de carrière dans les positions des uns et des autres. alors, je disais tout à l'heure, Jacob Bongissa, croyez-vous encore à l'existence de l'État congolais? Quand je dis l'État, c'est-à-dire les institutions qui fonctionnent correctement, la loi elle est respectée, la justice travaille, voilà, tout ce qui va. Croyez-vous encore à l'existence de l'État congolais? Alors, l'État, une fois de plus, au sens le plus large, parce que notre État, c'est effectivement c'est une fonction Comprenons au publique. sens propre, c'est nettement mieux. Au sens, Propre de l'État qui protège les citoyens. non, 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 dans la mesure où, et je l'ai évoqué, il y a des faits extrêmement graves, monsieur Perrin. Il y a des faits extrêmement graves qui sont documentés aujourd'hui, et la responsabilité d'un État est le premier des droits, et le premier des droits, c'est effectivement le droit à la sécurité. Et lorsque celui-ci n'est pas garanti, ça pose problème. Là, il y a également la protection des citoyens au niveau, par exemple, économique, puisque dans ce pays, on peut le détourner sans être interpellé. L'argent qui devait servir à l'amélioration, évidemment, des conditions de vie des Congolais est détourné, ce qui fait que les hôpitaux manquent de tout, je dis bien de tout, même des seringues. Vous avez l'université, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, qui est en grève Oui, parce que oui, les professeurs ne sont pas payés, l'administration, disons, ceux qui tiennent l'administration ne sont pas payés, les boursiers ne sont pas payés. La protection, c'est aussi assurer une meilleure vie pour ces populations. Mais lorsque nous avons, par exemple, cette couche aussi vulnérable qui sont les retraités du Congo qui ne sont pas payés, voilà pourquoi mm, je vous posais la question de savoir si l'État existe encore, parce qu'on a l'impression que l'État a disparu, parce que plus personne n'est en sécurité au Congo, pas seulement au niveau, bien sûr, des crimes d'assassinat, mais aussi les droits, comme on l'a dit tout à l'heure, les droits les droits civils absolument. et politiques. Alors, pour commencer, sur les retraites, c'est un point extrêmement important. Ça fera peut-être le lien avec, mon engagement. Je pense que sur les retraites, excusez-moi, il faudrait, mais rapidement, prendre des dispositions d'urgence. Il faut un plan d'urgence retraite en République du Congo. C'est extrêmement grave ce qui s'y passe. Il faut un plan d'urgence retraite, ou pour les retraités à tout le moins, de sorte que je considère qu'il faut un minimum de vieillesse qui soit versé à ces hommes et ces femmes extrêmement dignes, à nos anciens qui ont travaillé, qui ont donné de leur vie pour justement notre nation, pour nos services publics la plupart du temps. Et en plus, eh bien, les pensions sont insaisissables. Donc c'est, d'un point de vue juridique, extrêmement grave qu'aujourd'hui, l'État ne soit pas en capacité de reverser à celles et ceux qui ont contribué, qui ont cotisé leur dû, parce que la pension est insaisissable. Donc il faut un plan d'urgence. Il faut un plan d'urgence pour les retraités, lequel devrait en principe intégrer la nécessité que nous puissions verser un minimum de vieillesse à nos anciens, au moins la gratuité des soins médicaux, et puis au moins la gratuité pour finir des transports. C'est, de mon point de vue,
euh, ce qu'il faudrait faire de manière extrêmement urgente. Et après, sur les hôpitaux, sur l'université et les autres structures que vous avez évoquées, bah, la question est claire, c'est une question de gouvernance, Monsieur Perrin. Nous sommes là en plein dedans. C'est une question de gouvernance. Effectivement, nous sommes un État qui ne produit pas de richesse, on n'est pas compétitif. C'est un problème de compétitivité. C'est un problème de compétitivité, c'est un problème de gouvernance. Sur des questions macro, même sur des questions micro. Quand vous vous rendez à Brazzaville, pour celles et ceux qui connaissent, vous quittez Kinkala ou bien vous quittez Boko, vous roulez pour venir justement à Brazzaville, vous êtes transporteur ou vous êtes commerçant, eh bien, vous avez sur l'ensemble, alors que nous sommes dans un même pays, vous avez un péage, vous avez un péage justement sur la route, mais après le péage, donc au-delà de Ngangalingolo, quand vous arrivez à Mafuta, vous devez payer la gendarmerie. Quand vous arrivez au pont du Gué, vous devez payer la gendarmerie ou la police. Vous arrivez à Makelekele, là où précisément vous attendent un certain nombre un certain nombre de manutentionnaires pour décharger vos véhicules, décharger vos camions, il faudrait payer précisément. Donc, lorsque vous transportez la tonne d'oignons ou la tonne de tomates et que vous transportez la tonne de manioc, vous voyez la perte de compétitivité que ça représente pour un commerçant. Elle est extrêmement grave, ça, pour le commerçant, pour le transporteur également. Et la conséquence, c'est la flambée des prix pour les ménages congolais. Et comment on peut être aussi euh, me semble-t-il, inconséquent dans la perception que nous pouvons avoir justement de notre dynamisme économique, de notre stratégie économique. Ce n'est pas normal. Je veux bien entendre qu'il y ait des problèmes, en tout cas un sujet sur la compétitivité au niveau international, on y reviendra, mais au niveau national, au niveau intérieur, est-ce qu'il est normal que lorsque l'on traverse entre Ngangalingolo et Makelekele ou le marché bourreau, que nous soyons tenus de payer justement une redevance qui n'a pas lieu d'être, comme si on traversait les frontières de la République du Congo, alors qu'on reste dans Brazzaville et sa périphérie. Ce n'est pas normal. Et cette façon de faire est vérifiée, même quand on va effectivement de l'autre côté, c'est-à-dire sur l'axe plutôt national numéro 1. Numéro 2. Donc ça, c'est vraiment un sujet. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Moi, j'ai fait l'ensemble de ces territoires. Je suis allé jusqu'à Ntam, Soumsouaké, Ouesso. euh, j'ai fait l'ensemble de ces territoires. Donc, j'ai fait Oyo, Makwa, Owando, etc. Et pareil, j'ai vu justement ces femmes et ces hommes extrêmement graves qui pêchent du poisson, ensuite se débrouillent parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour arriver à Brazzaville, se débrouillent pour transporter justement leurs marchandises jusqu'à Brazzaville. Et là, pareil, se pose ces mêmes problématiques de compétitivité. Vous avez le long de la nationale, effectivement, des gendarmes qui euh, postent justement un dispositif mobile et comme ça, effectivement, confisquent justement les ressources effectivement des commerçants. Et ça, c'est extrêmement problématique. D'abord, Donc, vous pardon, voyez, Jacob Bourguissa, tout le tableau que vous êtes en train de peindre, évidemment, malheureusement, même ces harcèlements, il faut appeler ça comme ça, policiers, sont connus de tout le monde, hein. Tout le monde oui, sait ce qui se passe, mais personne n'agit sur quoi que ce soit. Le Congo, comme qui dirait, c'est une population livrée à toutes ces pratiques que vous êtes en train de décrire, malheureusement. Voilà pourquoi je posais la question de savoir si l'État congolais existait encore, cet État qui protège les citoyens, si cela existait. Alors, lorsqu'on vous entend peindre ce tableau, évidemment, cela peut justifier votre candidature, puisque c'est de cela qu'il s'agit, hein, comme point central de cet entretien. Tout ça, c'est bien. Cela veut dire que vous, aujourd'hui, vous vous engagez pour vous porter candidat à la présidentielle, c'est-à-dire à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars 2026. C'est bien cela, les 12 et 15 absolument. pour régler tous ces problèmes-là. Alors,
Bien entendu, il faudrait déjà que l'élection ait lieu, et bien sûr sous réserve que nous puissions remplir l'ensemble des critères d'éligibilité, que nous puissions participer au scrutin. Euh, tous ces problèmes, ce que j'aimerais dire, c'est que, et ça me permet, vous m'offrez une Pardon, vous excellente avez dit transition. si jamais l'élection aura lieu, ça veut dire quoi concrètement, alors que les dates sont déjà Alors, fixées? ça veut dire que je considère une fois de plus que l'élection présidentielle n'est pas qu'une échéance, ce n'est pas qu'un chronogramme, ce n'est pas qu'un calendrier. De mon point de vue, la démocratie, ce n'est pas un calendrier. J'ai quand même l'impression que les gens, aujourd'hui, en tout cas, c'est l'impression que l'on donne, c'est que les gens sont, finalement, sont plutôt satisfaits de ce qu'il y ait une élection. Non, effectivement, nous avons déclaré notre Mais intention justement, moi, je de voulais comprendre avec candidature. vous parce que je vous sens encore, j'allais dire, incertain à ce niveau. Vous dites si jamais elle aura lieu. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, avec mes mots, bien sûr, que je reprends. C'est comme si vous doutiez encore de la tenue de cette élection, alors que les dates sont déjà fixées, 12-15 mars 2026, et les candidatures, Denis Sassou Nguesso d'ailleurs a déjà annoncé sa candidature, et il y a d'autres opposants, des jeunes qu'on est en train de voir, euh, Oui, qui ont déjà presque, enfin, qui se sont engagés. Et vous vous dites, si, je dis si parce que je maintiens, je dis si parce que je considère effectivement que la démocratie, ce n'est pas un calendrier, ce n'est pas une échéance. La démocratie a des exigences. Et la première des exigences, c'est bien entendu la nécessité pour l'ensemble des acteurs de se mettre d'accord sur le cadre réglementaire. Donc, une loi qui soit adoptée par la majorité et qui soit reconnue par la minorité. Et je fais allusion justement à la commission électorale nationale indépendante. Est-ce que précisément c'est le cas pour ce qui est de la commission électorale? Non, ce n'est pas le cas. On n'a pas justement une commission aujourd'hui qui fasse l'unanimité de l'ensemble des acteurs, ou à tout le moins qu'elle soit reconnue par la majorité et reconnue ensuite par la minorité. Et ensuite, l'élection, c'est ma perception, de plus en plus dans les républiques modernes, la nécessité qu'il y ait justement une technologie électorale pour compter justement l'ensemble des urnes, pour compter l'ensemble des suffrages, excusez-moi, pour compter l'ensemble des suffrages. Donc cette technologie électorale qui consacre la biométrie n'est pas vérifiée en ce qui nous concerne. Et enfin, il faut que les résultats du vote soient dits par un juge électoral impartial, indépendant. Et ça, c'est aussi un problème puisque précisément, chez nous, c'est le ministre de l'Intérieur qui donc, représente l'exécutif et membre du parti au pouvoir qui dit les résultats du vote. Donc, de mon point de vue, nous avons un chronogramme, nous avons une échéance, mais les conditions ne sont pas réunies me semble-t-il, une élection dite démocratique et transparente. et par conséquent, vous serez Par contre, candidat ou non? alors, nous avons déclaré justement notre candidature, nous l'avons rendue publique et donc officielle. Nous avons ensuite, ensemble avec l'ensemble de la coordination nationale et internationale des soutiens, des conseils, et donc l'équipe qui nous accompagne, nous sommes en train d'analyser ces questions et donc nous rendrons public notre décision euh, dans les 48 heures. Alors, si jamais vous maintenez votre candidature, quels seront les axes sur lesquels vous avez, ou les leviers, j'allais dire, sur lesquels vous allez agir? Je vais ici m'intéresser beaucoup plus à la jeunesse, à qui on a promis 100 000 emplois, mais qui finalement n'étaient qu'un leurre. Et on n'en parle d'ailleurs plus. Si on peut, voilà, nous parler au moins de l'emploi des De la jeunes. jeunesse. Oui, mais c'est très important et c'est l'occasion pour moi ici, une fois de plus, de saluer l'ensemble des jeunes qui nous suivent, hein. Euh, la première liberté, une fois de plus, alors je l'ai dit, hein, c'est la sécurité. Euh, et ensuite, moi je considère que c'est le travail, c'est la capacité de pouvoir travailler, se prendre en charge, la capacité de pouvoir entreprendre pour celles et ceux qui le peuvent. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la jeunesse? Pour la jeunesse, c'est simple, c'est très très simple. C'est de considérer que nous sommes dans un pays où plus de 60% de la population est extrêmement jeune, c'est la majorité aujourd'hui, et bien c'est cette population qu'il faut privilégier. Moi, je vais privilégier cette frange de la population, il faut privilégier cette frange de la population en lui donnant les moyens, effectivement, d'exister, de s'exprimer. Alors,
il y a quelques leviers sur lesquels il faudrait agir très rapidement. Le premier levier, et je veux parler à contre-courant peut-être de ce que les uns et les autres ont coutume d'entendre, je vais parler de l'artisanat. Pourquoi l'artisanat? L'artisanat représente 20% de notre produit intérieur brut. C'est 20% de notre richesse, monsieur Perrin. Et donc, c'est notre première industrie en réalité. Ce n'est pas le pétrole, c'est l'artisanat. Pourquoi? Parce que c'est une industrie qui, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc d'un bout à l'autre, de la création justement de cette richesse, vous trouvez les Congolais. Et cet artisanat, à travers justement son savoir-faire, son expertise, son génie. Moi, j'aime beaucoup la vannerie et donc je trouve justement qu'il y a des talents extraordinaires dans de la maroquinerie, dans la chaussure, je pense aux couturiers également. Donc, tous ces artisans représentent une richesse considérable. Et donc, il faudrait euh, accélérer les processus de formation et financer considérablement parce que c'est un secteur qui est sous-financé chez nous. Il faudrait mettre énormément de moyens pour effectivement que nous puissions passer de cette capacité à pouvoir créer de la richesse et donc les 20% euh, dans ce contexte donc d'un artisanat financé à 40-45% effectivement de nos revenus. C'est possible, il faut faire remonter en gamme justement les filières, faut permettre aussi une labellisation pour permettre justement à ce secteur alors d'attirer extrêmement beaucoup de jeunes, c'est déjà le cas, hein, il y a énormément de jeunes qui évoluent dans ce secteur. Et ensuite, il y a un deuxième secteur, concrètement, parce qu'on parle d'emploi, il y a un deuxième secteur, c'est le secteur de la culture, qui, à mes yeux, constitue précisément notre avantage comparatif. Si vous voulez, la culture représente 3% du produit intérieur brut mondial, 3% du PIB mondial. Et donc, je considère que le Congo, à travers son génie, à travers sa jeunesse, peut jouer un rôle considérable et avec une stratégie d'offre intéressante, nous permettent effectivement de prendre toute notre place en ce qui concerne l'industrie culturelle. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Eh bien, il faudrait très, très rapidement être en capacité de faire en sorte que, effectivement, nous donnions les moyens à l'ensemble des producteurs, à l'ensemble des promoteurs culturels, eh bien, de voir leur activité massivement défiscalisée pour, bien entendu, lever tous les goulots d'étranglement et donner la possibilité aux producteurs, aux managers de spectacles, justement, aux managers d'artistes de prendre davantage de risques et d'être compétitifs face à des pays comme le Nigeria, face à des pays comme la République démocratique du Congo, qui regorgent énormément de potentiel, que nous puissions peser de l'ensemble des talents que nous avons, être en capacité justement, en plus à travers le soft power, d'exporter ce que nous savons faire de mieux. Et enfin, avec la jeunesse, il y a un autre secteur, c'est le secteur de la tech, face à l'accélération de la courbe de l'innovation, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les deep tech, permettre effectivement à notre jeunesse d'être en capacité précisément eh bien, de prendre des risques, là une fois de plus, d'être mieux formés face à des pays comme l'Inde qui forment des millions d'ingénieurs par an. Le Congo ne forme pas suffisamment ne forme pas suffisamment d'ingénieurs face à l'Europe, face aux États-Unis. Nous devons avoir l'ambition, et j'aimerais dire aujourd'hui aux jeunes Congolais de ne pas avoir peur, il faut avoir l'ambition de compétir aux côtés des plus grands. C'est en ayant l'ambition de compétir aux côtés des plus grands que précisément nous parviendrons effectivement à, à produire, à créer de la valeur et à produire de la richesse. Donc, euh, il ne faut pas, il ne faut pas s'arrêter à des slogans. Effectivement, je pense que dans notre pays, on a beaucoup de titrologues. On donne un grand titre, on annonce on fait de grandes annonces, mais derrière, il n'y a pas de concret, il n'y a pas de résultat concret. Euh, il faudrait donner une perspective, il faut une stratégie. Hein, je trouve qu'on n'est pas très bon en stratégie. Il faut une stratégie, il faut donner des perspectives et il faut résoudre la question de la corruption. Parce qu'on ne semble pas réaliser, j'ai comme l'impression que nous ne semblons pas réaliser à quel point la corruption est confiscatoire. Nous devons résoudre, c'est un problème qui gangrène notre pays, qui gangrène notre économie. Il faut régler cette question rapidement et de façon urgente. Après, bien entendu, on pourrait envisager redistribuer, parce que ça passe par là aussi, par la redistribution justement, en mettant les jeunes en lumière, la redistribution par l'école, par la formation. Moi, j'évolue beaucoup ici
J'aime beaucoup justement les milieux qui sont ceux effectivement de la science, des technologies, et je vois comment ce sont des jeunes qui prennent toute leur place dans ces environnements, Quand on et parlait je de pense la que nous avons les mêmes redistribution, talents. la redistribution équitable des richesses nationales, c'est ça. La redistribution équitable des richesses, c'est absolument ça. Ça passe par quoi? Bah, ça passe par la nécessité, vous parliez d'hôpitaux tout à l'heure, nous avons besoin justement d'un système hospitalier qui soit des plus compétitifs. Et ce n'est pas simplement pour faire référence à des données, économiques ou une logique marchande, mais la compétitivité, c'est aussi le service. C'est aussi la qualité de service, c'est aussi la qualité des plateaux techniques. La compétitivité, c'est aussi le système d'accueil. C'est cela, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, j'ai envie de m'adresser aux Congolaises et aux Congolais qui nous suivent. Ça, pour ça, il ne faut pas attendre des politiques. Alors, naturellement, tout vient d'en haut, si j'ose dire, hein. Tout vient d'en haut et ensuite tout ruisselle vers le bas en termes de management, de perception, du rapport à l'autre. Mais ça, c'est extrêmement grave. Et c'est extrêmement grave que de considérer que quand on vient dans un hôpital, on vient dans un service public, on est mal accueilli, on est mal traité. Mais il y a un travail à faire, il y a un travail à faire pour que précisément, eh bien, cette redistribution passe par l'hôpital, avec des investissements considérables au niveau de la formation, du personnel soignant, au niveau justement de l'équipement. Euh, on a des hôpitaux qui sont sous-dotés aujourd'hui, qui ne sont pas dotés du tout. Je parle de sous-dotation, c'est un euphémisme, qui n'ont pas de dotation aujourd'hui. Il faut mieux doter, il faut mieux équiper. Et il faut penser aussi justement à la formation, mieux former justement nos personnels soignants, nos infirmiers, nos médecins, nos sages-femmes, c'est extrêmement important. Et le ruissellement, ou en tout cas la redistribution, ça passe aussi par justement les voiries urbaines, ça passe par la salubrité publique. Il y a Oui, mais énormément de choses pardon, à faire. Jacob Bungissa, évidemment, je vous ai suivi hein, longtemps. Vous êtes en train de décliner en sorte votre projet de société. C'est vrai que vous n'êtes pas encore fixé s'il faut y aller ou non. Mais en attendant, mais puisqu'il nous reste quelques jours, pour la clôture, je crois, des dépôts de candidature, c'est donc quelques 3, 4 jours, je sais pas, c'est jusqu'à quand? C'est le 12, Le 12, donc il vous reste dans deux 4 jours. jours. On le saura donc dans 2 jours, c'est ça? Oui. Voilà, donc vous êtes encore en train d'analyser s'il faut aller ou non, mais bon, après nous saurons la suite. Il serait aussi important pour nous de savoir comment ça va évoluer. Et tout à l'heure, je vous ai donc suivi et ce que je note, c'est que vous placez évidemment l'homme au centre du développement, la ressource humaine et la formation d'ailleurs. Mais je ne vous ai pas entendu parler de l'agriculture, alors que le Congo, c'est quand même 10 millions d'hectares, les terres arables. Mais en 10 plus, millions lorsque de terres vous arables, oui. développez votre réponse tout à l'heure, je m'attendais aussi à certains chiffres, parce que la rhétorique, c'est une bonne chose, vous l'avez dit tout à l'heure. On ne doit pas se limiter au slogan, on ne doit pas non plus se limiter aussi à la rhétorique. Il faut bien peut-être des chiffres. Bon, après, je vais pour le temps qui nous reste, on ne va pas s'attarder là-dessus. J'inviterai plutôt nos téléspectateurs à se procurer votre programme pour lire s'il y a des chiffres, comment est-ce que vous allez agir. Mais venons-en donc à l'agriculture. Qu'est-ce que ça donne dans votre réflexion pour l'instant? Je dis encore ça comme ça. Oui, alors tout à fait. Le secteur agricole est un secteur stratégique. Pourquoi je dis stratégique? Parce que notre pays tout entier, en réalité, alors de Pointe-Noire jusqu'à Sembe, Soinké, Tam, notre pays est pensé pour être un pays agricole. Il est pensé pour être un pays agricole parce que nous avons de part et d'autre, effectivement, de nos frontières, par l'océan et par la route, justement, des débouchés naturels pour acheminer nos productions agricoles. Alors, bien sûr, nous avons un potentiel. Nous avons un potentiel, 10 millions de terres arables cultivables, c'est un potentiel. On en exploite moins de 10% aujourd'hui. Ce sont ce sont des chiffres. Alors, nous avons, dans le cadre effectivement du projet sur lequel nous avons travaillé, l'ambition de passer de 10 à 35% sur les 5 premières années. Alors, en quoi faisons? En faisant en sorte qu'un travail considérable soit fait, parce que là, une fois de plus, c'est triste à dire, mais on ne peut pas faire d'agriculture sans piste agricole. Donc, il y a un travail d'aménagement du territoire, un travail justement de construction
de pistes agricoles qui doit être extrêmement fait, un travail d'entreposage aussi qui doit extrêmement être fait et ce le plus rapidement possible. Ce sont donc des agrégats, des prérequis absolument poser pour nous permettre effectivement d'être des plus efficaces possibles. C'est pour ça, cher Christian Perrin, je ne voulais pas, euh, 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 comme un titrologue, euh, m'avancer à parler de tous les sujets à la fois. Alors vous avez raison, effectivement, tout est documenté, nous avons travaillé là-dessus, mais c'est de rappeler que oui, c'est un secteur extrêmement stratégique, et parce que c'est un secteur stratégique, il y a des prérequis, il faut travailler là-dessus, il faut investir. Et puis, je considère que nous avons aussi la responsabilité, parce qu'il faut nourrir nos populations, donc il y va effectivement de la souveraineté, notre souveraineté alimentaire, et donc il y va de la survie de notre nation. Il faudrait que l'agriculture ne soit pas un slogan. Voilà. Je n'ai pas voulu le mettre en avant tout à l'heure parce Non, vous que avez tout à fait euh, raison. Ben, malheureusement, le temps nous tient déjà. Alors, mhm. si jamais vous optiez pour la course, parce que jusque-là, vous êtes encore en train de réfléchir, et il nous reste quelques 2 jours pour que vous décidiez réellement de la dernière, voilà, décision, participer ou pas participer. Mais si jamais il était question que vous participiez, avez-vous des mécanismes pour protéger vos résultats? Les résultats du scrutin si jamais vous venez à être élu. C'est une bonne question, d'autant plus elle fait référence à ce que j'ai évoqué précédemment, hein, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une technologie électorale qui sécurise le suffrage. Donc, euh, s'il y Ben, a déjà, pour ça, il faut l'évélité, exclure, hein, ça ne sera pas le il cas faut parce que c'est exclure, le PCT qui organise ces élections. il faut l'exclure et je vous le concède, mais une fois de plus, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, tout est rattrapable. Euh, Moi, je revendique deux choses. Je revendique deux choses. La première chose, c'est la clarté. C'est de dire les choses. Je pense qu'effectivement, la démocratie souffre aussi de ce que les politiques, alors soit flambent, et ça c'est un peu congolais, hein, on flambe beaucoup, on est des flambeurs, euh, on passe pour ce que l'on n'est pas, on dit des choses qui ne sont pas véritablement. Je pense qu'il y a une exigence de vérité, il y a une exigence de clarté, et il y a une exigence de responsabilité. Donc, ce que j'indique, c'est que, en ce qui me concerne, une fois de plus, la démocratie, ce n'est pas qu'une échéance, ce n'est pas qu'un calendrier, ce n'est pas qu'un chronogramme. C'est euh, le fait précisément que, en ce qui concerne ce que vous évoquez, la capacité à pouvoir sécuriser le scrutin, bien sûr, ça passe par la numérisation. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Alors, je salue, je pense, la démarche des uns et des autres, en tout cas ceux qui ont décidé aujourd'hui d'officialiser, non, d'institutionnaliser, parce que nous sommes nombreux à avoir officialisé, mais ceux qui ont fait le choix d'institutionnaliser leur démarche en allant justement déposer leur candidature au niveau de la commission électorale. Je salue leur démarche, mais euh, ce que je voudrais leur dire aussi, c'est qu'ils considèrent que la démocratie, ce n'est pas qu'un calendrier. Et voilà, ce n'est pas qu'un calendrier. Il est indispensable d'intégrer que, effectivement, il faudrait que le scrutin soit sécurisé. Et le seul moyen pour une république dite moderne, cher Christian Perrin, le seul moyen aujourd'hui de sécuriser le scrutin, c'est par la technologie. C'est par la technologie. Donc, mettons-nous un tant soit peu au niveau, hein, si j'ose dire, entre nous, hein, de notre histoire. Hein. Nous ne sommes pas une jeune république. 60 ans, c'est pas rien. Alors, c'est pas les 200 ans ou un peu plus des États-Unis, mais ce n'est pas rien. Donc, soyons au niveau, et j'en appelle justement au pouvoir public hein, pour leur dire, soyons au niveau de notre histoire, de la trajectoire qui a été la nôtre. Le Congo vient de loin. Donc, donnons à notre démocratie, fragile, abîmée, certes, mais donnons-lui les moyens de faire exister justement le suffrage de nos concitoyens de façon crédible. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est très important de ne pas faire pour faire. On a encore la possibilité de corriger. Vous l'avez évoqué, il reste quelques jours. Corrigeons, corrigeons et faisons mieux que ça.
faisons mieux que ça. C'est aussi, il y va aussi justement de la responsabilité, de l'image, de l'héritage politique du pouvoir en place. Et donc, je pense qu'on peut mieux faire, on peut mieux organiser les choses et ne pas faire juste parce qu'il faut faire. Ce n'est pas à la hauteur de la République que, 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 que nous Merci, aimons, le Congo que nous aimons. merci, Jacob Bonguissin. On va terminer, ça sera donc la dernière question. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que faire la politique, c'est aussi s'armer de courage. Je crois que j'ai bien entendu. Et Oui, pour la dernière question, puisque vous êtes encore en train, voilà, de réfléchir s'il faut déposer s'il faut institutionnaliser, c'est le terme que vous avez utilisé, votre candidature ou non, et vous avez des exigences parce que vous estimez que vous n'allez pas quand même, voilà, vous jeter comme ça en l'état. Beaucoup de choses sont à faire et finalement, c'est une élection qui, hein, beaucoup d'observateurs déjà le disent, biaisée, hein, presque verrouillé, un scrutin déjà verrouillé. Nous avons suivi tous les déclarations des généraux qui finalement même violaient la loi, qui quand on commençait à parler de politique, on voit bien que les opérations préélectorales ont été menées par le PCT de manière opaque. Tout est ficelé pour, voilà, comme qui dirait un braquage électorale. Alors, mais nous savons que la démocratie, vous l'avez dit, hein, tout ne se limite pas à une élection, à un scrutin. Lorsqu'on parle aussi de la désobéissance civile, c'est démocratique. Est-ce qu'on peut penser que si finalement tout ce que vous êtes en train de poser comme doléance, comme préalable, et que ces éléments-là ne sont pas pris en compte, vous pourriez opter pour une autre option, désobéissance civile par exemple? C'est aussi démocratique parce que, mais j'ai l'impression que beaucoup des politiques congolais évitent cette question. non, moi, je ne l'éviterai pas. Je ne l'éviterai pas parce qu'effectivement, je voulais indiquer, hein, je considère effectivement que notre démarche, c'est la clarté, c'est le courage, c'est la liberté. Je ne l'éviterai pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile? La désobéissance civile, c'est le droit pour un citoyen reconnu par la Constitution, d'ailleurs, effectivement, euh, dans le cadre, par exemple, d'un boycott, effectivement, de ne pas participer au suffrage. Et donc, c'est un droit. Et c'est un droit qui appartient aux Congolais dans leur ensemble, dans leur majorité. Dans leur majorité. Donc, les Congolais sont libres, précisément, s'ils le souhaitent, de ne pas participer à un scrutin, de voter blanc, de voter pour Tout tel ou comme tel autre. d'organiser aussi des marches pacifiques, comme qui dirait. Mais là, déjà, Serge Bois vous a déjà prévenu, si vous le faites, vous le croiserez. Non, 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 non. Je pense effectivement que. Alors, je ne reviendrai pas sur les propos de Monsieur Oboa, mais je pense que notre pays mérite beaucoup plus. Nous méritons plus. Nous méritons plus. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais moi, je suis un enfant de la force publique. Je suis un enfant de la force publique. Donc, mon père, euh, mon père, paix à son âme, effectivement, a servi le Sous le pays. drapeau, oui. Euh, voilà, tout à fait. Donc, je considère que nous méritons plus. Nous méritons mieux et nous méritons plus. Effectivement. Qu'est-ce que c'est que l'élection présidentielle? L'élection présidentielle, c'est la capacité pour les citoyens d'élire et donc de désigner ceux qu'ils voient, ils veulent voir à la tête du pays. Et donc, à partir du moment où on dit ça, euh, qu'est-ce qui encadre effectivement cette démarche? Eh bien, c'est la Constitution, c'est la loi électorale. Eh bien, et la Constitution et la loi électorale reconnaissent effectivement à nos concitoyens la liberté de manifester, sous réserve effectivement que des autorisations naturellement soient délivrées par les autorités compétentes. Donc, la liberté de manifester, la liberté de boycotter, la liberté de ne pas voter. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Et donc, euh, je ne reviendrai pas sur les Non, éléments concluons sur qui ont. évidemment la désobéissance civile qui est aussi une option démocratique. Vous disiez que si vous ne partiez pas, bien entendu, c'est sûr et certain que vous engagerez certaines actions, pourquoi pas pacifiques, comme qui dirait, démocratiques. La première action, Donc, la oui. première action que nous voulons engager et que nous voulons ouvrir, c'est celle de dire, alors, euh, échangeons, dialoguons. Alors, ce mot est connoté hein, au Congo parce qu'effectivement, le dialogue renvoie
à une sorte de conciliabule, concertation, où les uns et les autres se retrouvent finalement pour ne Il y en rien a faire. d'ailleurs une qui est déjà à lancer là. Je ne sais pas s'ils ont Il y a, maintenu ça, la concertation. effectivement, effectivement. Mais c'est très important, donc j'en appelle effectivement à un échange, un véritable dialogue. Je dis véritable pour que ça aboutisse à quelque chose. Il faut, il faut parler peu, être concret, et surtout, et moi c'est ma plus grande tristesse, hein, Monsieur Perrin, c'est de considérer effectivement qu'on cumule du retard, que le pays est en train de cumuler énormément de retard. On cumule du retard par rapport à nos voisins. Alors, nous avons des foyers de tension, la déstabilisation de la RDC par le Rwanda, nous avons Boko Haram aux frontières du Cameroun. Notre vocation, c'était d'être un leader, une puissance sous-régionale diplomatique, forte, pour faire entendre sa voix. Notre vocation, c'était effectivement d'être leader et d'être une puissance sous-régionale en matière d'éducation, en matière justement, vous l'avez dit, Comme matière l'a été le agricole, en Congo matière dans de les années, transport comme l'a été le Congo dans les années 60. comme l'avons été de par le passé, effectivement. Et je considère qu'on cumule énormément de retard. On cumule énormément de retard et c'est un non-sens. C'est un non-sens. Je le dis, hein, je le dis clairement, j'ai le courage de mes convictions et de mes opinions. Je le dis à l'exécutif et je le dis au pouvoir. Nous sommes en train de cumuler énormément de retard. Je considère qu'il y a des hommes sages en face, qu'il y a des hommes consciencieux, responsables, soucieux du devenir de la nation. On est en train de perdre du temps et un temps considérable. On le perd avec la situation dans le pool. Euh, c'est extrêmement grave. Entre 98 et 2025, nous avons travaillé avec nos équipes là-dessus. C'est de la compétitivité perdue, c'est 3% du PIB environ, hein, entre 3500 milliards et 4500 milliards d'après les estimations que nous avons pu réaliser, en termes de dégradation, en termes de munitions, en termes de... C'est c'est pas concevable. Ce n'est pas concevable qu'on mette tant d'efforts pour ne pas avancer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au Congo, on fait tant d'efforts pour ne pas avancer. On devrait mettre plus d'efforts pour avancer, pour s'entendre, pour s'organiser. On est une jeune nation, on est une petite nation on est une grande nation en termes d'histoire, une petite nation en termes de superficie, si je peux me permettre, mais on perd énormément de temps finalement à être infructueux. Soyons fructueux, pensons compétitivité, pensons stratégie, pensons à ce qui se passe dans le monde. Notre jeunesse est en retard justement par rapport ce qui est en train de se faire dans le monde. Notre pays est en retard. Réveillons-nous. Mon message, c'est de dire réveillons-nous. Et donc, notre démarche, concrètement, ce serait de dire effectivement euh, aux responsables politiques qui sont aujourd'hui justement aux affaires, c'est de leur dire écoutez, euh, nous considérons qu'il faudrait dialoguer, mais de façon sincère, qu'il faudrait parler de façon sincère, non pas pour se redistribuer des rôles, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas avoir un rôle, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est précisément comment, dans un temps lent, comment on produit, comment on est efficace. Parce qu'au Congo, on se satisfait d'inaugurer une école, on se satisfait d'inaugurer une route. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit optimiser notre temps à produire et à produire rapidement, à créer de la richesse, être plus compétitif, à penser dans le pays dans 50 ans, dans 100 ans. C'est ça notre préoccupation et c'est ça qui, moi, personnellement, m'anime. Voilà pour tout résumer, et vous l'avez, je crois, dénommé. J'ai un projet pour le Congo. En tout cas, merci Jacob Bongissa d'avoir été avec nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, la République du Congo mérite mieux que ce qu'il est en train de vivre actuellement et qu'on passerait beaucoup plus de temps à le détruire, ce qui est d'ailleurs dommage, on ne sait pas pourquoi, et on est en train de reculer alors que les autres nations avancent. C'est par là que nous allons donc mettre terme à cette émission. Je vous laisse une petite minute, justement, pour conclure cette émission, Jacob. Alors, ben, déjà, vous remercier grandement pour justement votre sollicitude et votre ouverture d'esprit. Vous nous avez convié justement à échanger sur ces questions. Donc, je vous remercie grandement. Deuxième message, c'est de remercier l'ensemble de la jeunesse et indiquer à la jeunesse congolaise euh, qu'elle mérite, elle mérite véritablement mieux, qu'elle doit se battre, elle doit se battre pour obtenir mieux. Elle doit croire dans son destin, elle doit croire dans son destin et se dire que tout n'est pas fichu, que tout n'est pas fichu. Et donc, oui, il y a un climat ambiant. Il y a un climat ambiant
considèrent que ça ne sert à rien. Il y a un défaitisme qui s'est installé, mais le pays vient de loin, sa marche continue, sa marche ne peut pas s'arrêter à ce à quoi nous sommes en train justement euh, euh, d'assister. Il faudrait considérer que la trajectoire est telle qu'il y a encore énormément de choses à faire. On est de passage, nous sommes humains, nous sommes fragiles, euh, mais le pays, lui, est éternel. Le Congo est éternel, et donc nous devons travailler, mettre tout ce que nous avons dans notre cœur, donner tout ce que nous avons pour que notre pays se porte mieux. Et donc, ça passe, et ce, de façon pacifique, de façon euh, à être viscéralement attaché justement à, à notre pays et à cultiver véritablement ce que nous avons en commun, c'est-à-dire la fraternité. Et je considère qu'effectivement, nous pouvons réussir. C'est notre conviction. Nous ne pouvons pas échouer, nous pouvons réussir. Ouais. Merci Jacob Bonguissin. C'était un réel plaisir d'avoir échangé avec vous sur R7. Merci d'avoir Merci échangé. à vous. Merci. Je vous en prie, mesdames, Merci, messieurs. Christian Père. À la fin de cette émission, on se retrouve très prochainement. Merci.